On commence tranquille. Alors, bonjour à toutes et tous. C'est le plan de notre session slash atelier du temps qui nous reste ensemble. Donc c'est quelque chose qui a été co-construit avec les personnes citées en bas. Donc moi-même, Anne-Françoise qui est là. Eric, sous prétexte que ses enfants sont malades, ne vient pas. Julien, sous prétexte qu'il habite Strasbourg, ne vient pas. Mais Gilda, semi-local de l'étape, est là. Donc c'est un quintet INRAE slash IFB Corps. On va démarrer par certains d'entre vous. On vous avait soumis un questionnaire et certains l'ont rempli. Donc on va d'abord dérouler, analyser ce retour rapidement. Après on va parler gestion de données et les petits points où on a deviné que ça allait accrocher pour vous. Ensuite, on va parler bonnes pratiques, utilisation du stockage et du calcul. Et donc, on va faire deux approches. Une approche infra-nationale, donc c'est l'IFB, l'Institut français de bioinformatique, qui présentera l'offre. Et ensuite, une approche institutionnelle. Et donc, c'est là où on va regretter l'absence de Eric, puisque lui, il est à la DSI d'INRAE. C'est moi qui présenterai ces diapos. David, tu diras un mot sur l'INRIA ? D'accord. Et voilà. Ouais, bon, tu feras ça au talent. Et ensuite, on discutera avec vous. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est que vous nous disiez ce qui ne va pas, ce que vous nous disiez ce qui vous inquiète, et ce que vous nous disiez ce qu'il vous faut. Voilà. Et Anne-Françoise prendra des notes. Dac, on est chaud ? Allez. Donc... Eric aurait dû vous présenter l'analyse qu'il a faite du questionnaire. Donc les gens qui ont répondu, c'était AgroDiv, Brief et Wait 4 ou Wait 4, Mystique, Co-Breeding, Plante Agro-Eco et Agro-Ecofen. Donc il y avait différentes questions. Une question, c'est quelles difficultés avez-vous identifiées lors de la rédaction de PGD ? C'était anticiper le chemin de la donnée du lieu de production, de la plateforme de production, jusqu'au stockage pérenne, ce qui donc fait tout le chemin de la donnée. Donc, ensuite, bien catégoriser les types de données pour remplir plus aisément, et là on va passer un moment ensemble là-dessus. Arriver à récupérer les PG des partenaires au cours du projet, et les données qui devraient être générées vont être volumineuses, et là, qu'est-ce que je fais dans le projet et après le projet ? Et il y en a deux qui ont dit pas de difficulté, mais on ne sait pas qui. Sinon, on leur aurait confié l'atelier. Donc, anticipez-vous des difficultés budgétaires. Oui, il faut trouver le budget pour le stockage. Solution de stockage et calcul à définir. Et appui sur des systèmes d'information existants. Et le x3 sur 7, je ne sais pas ce que ça signifie. Voilà. Et il y en a encore deux qui n'ont pas de problème. Donc, on est vraiment intéressé par savoir qui c'est. Alors, ensuite, on parlait utilisation d'archives nationales ou archives internationales. Et donc, ce que vous avez cité, c'est INA à Cambridge, GitHub un peu partout et Zenodo au CERN. Oui, c'est la réponse qui a été donnée, je la transmets. Oui, la vraie archive pour le code, c'est Software Heritage. Mais on est là aussi pour pointer vers ce genre de mise au point à faire. Parce que dans les recommandations, le mémoire, c'est cité explicitement comme un exemple qui ne soit pas... Oui, tout à fait. Un dépôt Git peut fermer à tout moment. Et donc, en tout cas, on nous demande de connecter la forge à Software Heritage et de temps en temps de faire des petits packages et de mettre sur HAL. Voilà, pour le versionning. Et ensuite, il y avait des questions vis-à-vis des services que vous proposent vos institutions. Et donc, on a parlé, vous avez parlé des solutions INRAE, INRIA et CIRAD. Enfin, quelles infrastructures de recherche éventuellement mobilisées, quel type ? Donc là, vous avez cité l'infra de recherche Bioinfomix, Genomics, Leaf 4S, je ne sais pas ce que c'est, Kubernetes, qui ressemble pour moi toujours
à un légume oublié. Tu sais, quand je pense à ça, je pense toujours à un truc qui ressemble à une courge ou je sais pas quoi. En fait, ce n'est pas ça. Oui, d'accord. Très bien, merci. Meso-ETLR et Gensi, et enfin Dataterra et Phenom Emphasis. Et ensuite, là, il y avait quelles étaient vos attentes. Là, c'était un champ libre. Et donc, vous attendez une réflexion institutionnelle sur l'aide au DMP, sur les grands projets, aide à la conception, aide pour le stockage, aide pour le calcul, aide pour l'export dans les bases de données. Ensuite, mise à disposition de plateformes, de conseils techniques, de mise à disposition d'indexation de données. Et enfin, avoir en permanence une copie de mon ordinateur dans un espace en ligne pour pouvoir travailler uniquement en ligne, qui fonctionne partout. Même si ce n'est pas la gestion de données, vous avez marqué. Ensuite, appui au choix des meilleures solutions de stockage et de calcul. Et aide au support logiciel. Et enfin, vous avez pointé un besoin, une envie d'ouvrir ces solutions au-delà du PEPR. Donc, celle-là, je vais la fermer, on n'y reviendra plus. Je vais ensuite basculer, si je retrouve ma souris, elle est là, à la suivante. Donc là, on va parler, ça va durer un peu plus longtemps ce morceau, et on va parler... la gestion des données ne s'improvise pas. Et là, en fait, c'est la partie où on aimerait vous transmettre quand même un concept, une idée de travail. Et ça va... voilà, c'est pour qu'on soit sûr qu'on parle de la même chose, d'accord? Et donc, la gestion des données ne s'improvise pas. Et je vais faire une entrée par l'argent. Le constat, c'est que la mauvaise gestion des données a un coût énorme. Et je vous encourage à lire ce magnifique ouvrage publié par la Commission européenne, qui fait une quarantaine de pages. Et je vous ai extrait 3 graphiques. Le premier, c'est il y a eu une réflexion sur à quel endroit la mauvaise gestion des données peut impacter le processus de recherche. Je ne rentre pas dans les détails, on n'a qu'1 heure et demie. Par contre, là, ce qu'on voit en zoomant, c'est à quel niveau de détail ça gêne. Et donc, il y a un impact sur l'activité de recherche, avec le temps perdu, avec le coût du stockage, et là, la diapo d'après, elle parle de ça précisément, avec les problèmes de licence. Alors nous, dans le domaine de la bio-info, on a plutôt du libre, mais dans d'autres domaines comme la chimie, où on a des logiciels commerciaux, ça peut être un souci. Ensuite, il y a un autre grand domaine, c'est l'impact sur les opportunités de recherche et de redécouverte. Donc, la rétractation des publis, parce qu'on n'a plus les données brutes pour expliquer que ce qu'on a affirmé, c'était vrai. Et ça ne concerne pas que le Marseille. Le double financement, quand on est obligé de refinancer la même manip, parce qu'on a perdu les données. Et ce qui s'appelle la cross-fertilisation, là, je parle un exemple. Il y a plusieurs PEPR en parallèle qui, eux, produisent la donnée avec en tête un point précis. Ben, si on partage bien tous nos données, les PEPR suivants, ils n'auront peut-être pas à régénérer de la donnée et ils pourront faire même une méta-analyse de différents PEPR en parallèle. Et ça, quand on n'a pas bien géré ces données, on n'a pas cette possibilité-là et c'est un manque criant. Et enfin, impact sur l'innovation. On peut innover que... il faut que la donnée soit disponible et il faut qu'on ait confiance. Hein, les investisseurs, ils ont besoin d'avoir confiance. Juste le focus sur le stockage. Donc les données, en moyenne, elles existent à 4,63 copies dans les espaces de recherche en sciences. Et vous avez l'histogramme, là, certaines, ils en ont trouvé jusqu'à 14 exemplaires. Vous comprenez bien, quand une donnée, elle est multipliée 14 fois, bah, elle utilise 14 fois trop de place. Et puis, ça coûte de l'argent, ça coûte de l'électricité, ça coûte de la clim. Et puis, en plus, on ne sait jamais où est la dernière version, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura travaillé sur la copie 14 et quelqu'un sur la copie 12. Donc, résultat des courses. La diapo finale de cet aspect financier. C'est tiré du document de la Commission européenne. On déduit 2 choses. 1, à la Commission européenne, il n'y a pas de daltonien, hein, puisqu'ils se satisfassent de ce genre de couleurs. 2, on perd 10 milliards d'euros par an. D'accord ? Et vous savez que les comptables perdent 10 milliards d'euros par an. Au bout d'un moment, ça pourrait les agacer.
Donc, un, ça va les agacer. Deux, ça veut dire que chaque année, on redemande de l'argent qu'on aurait pu économiser. Et là, la ventilation, c'est ce que je vous disais, hein, c'est le temps perdu, c'est le coût de stockage et ainsi de suite, d'accord? Donc 10 milliards d'euros par an perdus. Et là, c'est une autre étude qui montrait à quoi passent leur temps les gens qui analysent la donnée. 19% c'est à retrouver les jeux de données et 60% c'est à les organiser. Donc en gros, quasiment 80% du temps, on ne fait pas de recherche. On fait de la recherche de données, mais on ne fait pas de recherche. On ne répond pas à la question de science. D'accord? Donc, la gestion des données, c'est un vrai métier. OK? Pendant que le chercheur cherchait, il n'a pas vu arriver le déluge de données. Et là, c'est pour vous montrer que ce n'est pas de votre faute. C'est pour vous remonter le moral après avoir dit qu'on perdait 10 milliards d'euros par an. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le monde académique n'était pas prêt à un truc qu'on appelle la disruption numérique. Moi, quand j'ai commencé à traîner dans les labos, le monde était analogique. Et je pense que les jeunes ne peuvent même pas concevoir ce que c'est qu'un monde analogique. Donc la donnée était unique, la dupliquer était difficile. Donc on en produisait peu et on la partageait peu. Et puis, au fur et à mesure que le monde s'est numérisé, la quantité de données à disposition a explosé. Et en fait, ça a généré de nombreux changements. Donc, il y a eu des vagues de disruption qui ont abattu des pans entiers du monde qu'on nous connaît. La première vague, ça parle de photographie. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'une société qui s'appelait Agfa. Bon, Agfa, c'était le géant mondial de la pellicule photo. Et il leur a fallu 12 ans pour aller de leur meilleur trimestre fiscal à la banqueroute complète. Parce qu'ils n'avaient pas prévu l'appareil photo numérique. Il y a eu la même chose avec la presse. Maintenant, je voyais peu de gens dans la rue avec leur papier, enfin leur journal. Maintenant, ils sont plutôt sur leur téléphone, et ainsi de suite. Et finalement, la science est concernée aussi. Là, je vous ai mis les sociétés qui ont pris le contrôle grâce à une meilleure anticipation de la disruption numérique. C'est des sociétés qui n'existaient pas avant l'an 2000. Donc, en science, ça veut dire quoi? Je vous ai sorti un seul exemple qui me paraît lui-même assez intéressant. C'est le séquençage du génome humain. Donc dans les années 90, il y a eu le premier séquençage du génome humain. Ça a duré 13 ans, ça a coûté 3 milliards pour la première séquence. Dès 2015, il fallait quelques heures et 1 millier d'euros. Et maintenant, ça coûte encore moins cher. Et donc l'accès à la donnée est extrêmement facile et extrêmement peu coûteux. Et là, c'est une courbe classique, hein. On a en noir et qui descend, c'est le coût d'obtention du séquençage. Et on a deux courbes qui montent quasiment parallèlement, la rouge pleine et la bleue pleine. C'est le nombre de publics qui citent une séquence. Et c'est le nombre de séquences qui sont dans les entrepôts de données uncurated. C'est-à-dire c'est des séquences pour lesquelles on ne sait pas à quoi elles servent. Donc en fait, d'avoir facilité l'accès à la production de données, ça a permis de produire des données dont on ne sait que faire. Et la courbe en rouge en bas, là, qui est en petits points, c'est les données pour lesquelles on sait à quoi elles servent. Donc en fait, il y a un paradoxe qui est que la quantité de données explose et on ne sait pas la traiter, en fait. D'accord ? C'est-à-dire le rendement d'analyse chute. Et c'est quand même un peu gênant quand on veut changer le monde et qu'en fait on produit de la donnée dont le monde ne sait que faire. Okay ? Donc nous, l'enjeu, c'est de faire remonter cette courbe en pointillé. Le monde aussi a changé. Vous reconnaissez tous Albert Einstein. Albert, il travaillait tout seul dans son bureau, puis de temps en temps, il publiait un truc, il sortait, il allait dans un amphi, il expliquait aux gens. Et pas si longtemps après, ça, c'est la liste des auteurs du premier séquençage du génome humain. Et vous avez bien compris que ces gens-là, ils ne sont pas dans le même bureau, ils ne sont pas dans le même couloir, ils ne sont pas dans le même bâtiment, ils sont juste sur la même planète. Donc la science moderne, c'est beaucoup de données qui arrivent très vite avec des gens qui sont partout. Et ça, c'est ce qu'il faut pour qu'on ait un autre problème qui s'appelle la crise de reproductibilité. Ça, c'est une étude parue dans Nature Genetics où ils ont essayé de refaire juste 18 papiers où il y avait du micro-array qui, pour moi, c'est quand même le truc qui devrait être répétable. Et en fait, dans plus de la moitié des cas, ils n'avaient pas réussi à répéter la manip. Et ce qui est important, c'est de noter pourquoi ils n'ont pas réussi. Soit les données étaient non disponibles, soit la méthode n'était pas claire, soit le logiciel n'était pas disponible. Et ça, c'est 3 trucs qui vont nous servir par la suite. Donc, il faut changer.
Et la bonne volonté ne suffira pas. Ça, c'est un bureau d'un couloir, enfin, c'est dans mon unité. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a trouvé l'étiqueteuse et qui a réussi à faire l'étiquette « Merci de respecter le rangement ». Donc la bonne volonté ne suffit pas. Et imaginez cette personne quand elle-même veut rechercher ses propres données. Et imaginez les gens qui travaillent avec cette personne, ce que ça peut donner. Donc la bonne volonté ne suffit pas. Et là, c'est un petit volume de données. Donc il faut changer. On aura des gains importants en confiance, en efficience et en réexploitation. Donc la solution, c'est la science ouverte. Parce que la science ouverte, les données, open data, les données sont disponibles. Open software, le logiciel est disponible. Open methodology, la méthode est claire. Et donc, ce qu'il faut, à partir de maintenant, c'est construire toute notre activité de recherche en se disant comment faire ici et maintenant pour qu'on puisse refaire plus tard et ailleurs. Et donc, dans nos PEPR qui démarrent, comment on fait maintenant pour que les données ensuite soient réutilisables, refaisables. Et donc, il se trouve donc que le mouvement Science Ouverte, c'est un mouvement mondial, et qu'en France, il nous a touchés d'abord par les publications. On vous a demandé de publier en accès libre. Et maintenant, ça concerne les données, ça concerne les logiciels. Et les ambitions, c'est bien de démocratiser l'accès au savoir. Et certains des PEPR qui ont été présentés là se tournent vers le grand public, d'accord? Donc c'est important. Rendre la science plus cumulative, puisqu'on n'a pas perdu les données, on construit dessus. Augmenter l'efficacité de la recherche, favoriser l'innovation, d'accord? Et donc, ça, le cadre légal dans lequel on travaille, c'est la loi Walter de 2015, qui dit que les données sont gratuites, et la loi Le Maire de 2016, qui dit que les données sont soumises par défaut à un principe d'ouverture. Donc, toute donnée financée avec l'argent public est publique. Et il y a un plan national pour la science ouverte qui essaye voilà, merci, d'implémenter tout ça. Et ce qui se passe quand même, cette fois-ci, et j'aimerais attirer votre attention là-dessus, c'est que cette fois-ci, le ministère a dit qu'on ne pouvait pas laisser les chercheurs face à cette contrainte sans autre forme de procès. Et donc là, il y a la mise en place d'un écosystème au service de l'ouverture et du partage des données. Vous avez peut-être quand même entendu parler de Recherche DataGouv. Donc Recherche DataGouv, c'est tout un écosystème qui est là pour vous aider. Et ce qui est important, c'est comment concevoir nativement des données réutilisables. Et la phrase en bas me semble intéressante, c'est que même les porteurs de ce projet savent que c'est compliqué, puisqu'il est écrit en toutes lettres, plus la réutilisation est loin du point d'origine en termes de temps, de problématiques de recherche ou de discipline, plus il devient difficile de retrouver et d'interpréter la donnée. Donc on sait que ce n'est pas facile. Si c'était facile, ce serait déjà fini. D'accord ? Et donc, il y a un écosystème. Alors, je vais partir par le bas. Je pense que vous avez tous entendu parler de Recherche DataGouv en tant qu'entrepôt. C'est là où, si vous n'avez pas d'autre solution, vous pourrez mettre vos données. Mais il y a aussi le catalogue des données qui va moissonner Recherche DataGouv et d'autres entrepôts. Et il y a aussi des centres de ressources et il y a aussi des centres de référence thématiques. Et les centres de référence thématiques, ce sont des centres qui portent une excellence dans un domaine particulier. Et donc, selon votre activité de recherche, vous pourrez vous tourner vers tel ou tel centre de référence. Si vous avez les pieds sur Terre, ce sera Dataterra. Si vous avez la tête dans les étoiles, ce sera le centre de Strasbourg de données spatiales. Si vous faites des sciences humaines, ce sera Progedo. Et si vous faites de la biologie et de la santé, ce sera l'IFB. Donc il existe des gens qui sont forts en gestion des données dans votre domaine. Parallèlement, c'est bien quand on a des copains qui sont pas loin, il y a les ateliers de la donnée. Et là, dans ce cas-là, c'est local. Et c'est une expertise plus généraliste, mais plus proche de vous. Donc en combinant les deux, on arrivera à faire des choses. Ensuite, pour les PEPR, donc chaque établissement a nommé un ADAC, administrateur des données, des algorithmes et des codes, en anglais Chief Data Officer. Et lui, il est plutôt au niveau gouvernance des données. Mais aussi, il y a un délégué à la protection des données, des PO. Si vous avez des données à caractère personnel, il faut se rapprocher de cette personne qui va vous faciliter la vie, qui ne va pas vous la compliquer, qui va vous faciliter la vie. À INRAE, dans les départements, il y a des référents données stratégiques. Je suis le référent données stratégiques du département biologie et amélioration des plantes. Si vous avez un projet avec le département écosociaux, il y a quelqu'un. Avec SPE, il y a quelqu'un qui est là, Fabrice, et ainsi de suite.
Et il y a aussi, chez nous, des référents données opérationnels qui sont dans les labos et qui peuvent vous aider. Il y a aussi des responsables de système de sécurité système d'information. Si vous êtes INRAE, vous avez passé de très bonnes vacances de Noël, pendant que eux passaient de très mauvaises vacances de Noël. En échange de quoi, personne n'a rien perdu. D'accord ? Et puis, il y a plein d'autres personnes qui peuvent vous aider, notamment en création de valeur, en valorisation. Et plus encore, point de suspension, car on est là pour discuter avec vous. Qu'est-ce qu'il y aura plus encore ? Donc, c'est quoi le problème ? Quels sont les enjeux ? Alors ça, c'est ma vision de la quantité de données lors d'un projet. Donc ça ne démarre jamais à zéro, parce qu'il y a toujours des données préexistantes. On en produit beaucoup, on nettoie, et puis après, c'est la fin. Et le problème, et c'est le seul problème qu'il y a, c'est que les gens qui produisent les données ne sont pas les mêmes que ceux qui vont les utiliser. Et puis qu'il va se passer du temps entre le début et la fin, et le petit bonhomme bleu en haut à gauche, si ça se trouve, il ne rencontrera jamais le petit bonhomme en bas à droite. Donc peut-être votre PEPR, il démarre, et dans 4 ans, il y a quelqu'un qui arrive, et il a besoin de comprendre les données qui ont été faites 3-4 ans avant. D'accord ? Et donc, si on veut que ce qui est dans les publications scientifiques, dans les data papers ou dans les bases de données systèmes d'information est de qualité, c'est la partie rouge, là, le long tail data, il faut absolument mettre en place des pratiques. Et donc, c'est plutôt comment faire ici et maintenant pour être compris plus tard. Même pas ailleurs, hein, juste plus tard avec ses collègues. Okay ? Comment faire pour éviter les problèmes ? Là, j'ai une petite question assez simple. Avez-vous déjà pris l'avion ? Et qui a piloté l'avion ? Est-ce que ça a été tiré au sort ou pas ? Non. C'est-à-dire que personne n'a mis en doute la capacité du pilote, ou de la pilote, qu'on reconnaît à ses épaulettes et à sa casquette. Par contre, le pilote, avant de démarrer, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait une checklist. Et bien, la checklist pour les projets de recherche, ça s'appelle un PGD. Plan de gestion de données. Plan, on planifie, donc on anticipe. Gestion, on gère, on fait fructifier, donc à commencer par ne pas perdre. Et puis données, puisque c'est les données qui sont toute la richesse de nos projets. C'est pour ça que les entreprises qui gèrent de la donnée sont très puissantes, Google, Meta et ainsi de suite. Donc, comment faire ? On a une approche pragmatique, simple à comprendre, simple à mettre en place, simple à évaluer, simple à faire évoluer. C'est un bout de papier au final. D'accord ? On va sur un site web, mais à la fin, ça fait un bout de papier. En attendant mieux. Et donc, les objectifs du PGD, ils sont là. Assurer la reproductivité des expériences, respecter le droit et les personnes, permettre une réutilisation des données, éviter les pertes, établir le rôle de chacun et clarifier les droits de réutilisation. Donc, qui n'a pas encore jamais vu ce genre d'interface ? Qui n'est jamais allé sur DMP Opidor ? D'accord ? Ok. Ah oui. Bon, alors, c'est pas grave. En cas d'urgence, il y a une bouteille de Red Bull sous chaque siège. Donc, on va vous demander de rédiger un plan de gestion des données. Ce plan de gestion des données, c'est la checklist du commandant de bord. Et cette checklist, elle est née de tous les problèmes qu'ont eu les gens avant vous. Donc, chaque fois que quelqu'un a perdu ses données pour telle ou telle raison, eh ben, on a modifié la checklist. Et pour la dérouler bien, il y a un site web qui s'appelle DMP Opidor. Et une fois que vous aurez créé vous avez un accès institutionnel, hein, et vous allez démarrer un plan, on va vous poser des questions et vous allez répondre à ces questions. Et à la fin, ça vous aura fait votre checklist à vous. Il y a une interface où ça déroule les problématiques les unes après les autres. C'est des questions, vous pouvez répondre en français, et accessoirement, à droite, il y a un champ commentaire et il y a un champ aide pour vous aider. Et donc, ça nous fait penser que peut-être qu'on devrait faire un atelier DMP Opidor pour les candidats. Voilà. Alors, il y a 2 endroits où ça va être difficile pour vous. Parce qu'à un moment, Opidor, il va vous poser... Donc, bon, là, c'est un exemple. On décrit les données, on dit les formats de fichiers, et ainsi de suite. Où là, on parle des responsabilités, dont je vous disais tout à l'heure. Bon, là, on sait qui est en charge de quoi, et ainsi de suite. Ce PGD, au final, ça ressemble à... vous pouvez le sortir en Word ou en PDF. Il faut faire environ 3 copies. La première, vous devez l'envoyer à l'ANR dans les 6 mois qui suivent l'acceptation du projet, sinon vous n'avez pas les sous. Et après, à aucun moment les questions sont bloquantes. Si vous ne savez pas répondre, vous pouvez aller plus loin.
Mais au bout de 6 mois, on peut espérer, enfin, ou 6 mois ou mi-parcours, on peut espérer que vous avez mieux compris, vous le remettez à jour. Et puis quand vous aurez fini votre projet, vous ferez une version finale super propre et vous l'amenderez au document que vous envoyez à l'ANR. Donc le confinement est un moment idéal pour le genre de ménage, ça vous donne une idée de quand j'avais fait la diapo. Mais ça n'a pas changé. Enfin, je ne nous souhaite pas de nouveau confinement, mais voilà, il y a plein de moments. Vous êtes dans le TGV pendant 3 heures quand vous rentrez à Montpellier, par exemple, c'est un moment idéal. Donc, quand vous utilisez des MP Opidor, vous dites, voici le plan de mon projet magique, on vous demande les références ANR, ça vous remplit déjà une partie des choses. Et après, on va vous dire, décris-moi les données que tu vas générer. Et la manière dont c'est demandé dans Opidor, il y a un passage un peu compliqué, enfin, c'est décrivez vos produits de recherche. Et on sait que ceux qui ont déjà prêté à l'exercice, à ce moment-là, ils ont un petit doute, parce que si c'est une question qu'on ne nous pose jamais avant. C'est quoi tes produits de recherche? Et donc la fenêtre, elle ressemble à ça, en fait. On doit, pour chacun des produits de recherche, on donne un nom, un petit nom composé, une description, et après, il y a une liste, là. Et là, c'est un moment un peu de solitude la première fois. Et donc, on voulait partager avec vous comment passer ce moment de solitude. Et donc, est-ce que comme ça, si vous avez un PEPR en tête, là, chacun, si je vous demande, si je vous pose la question, c'est quoi tes produits de recherche, est-ce que vous y arrivez? Est-ce que quelqu'un veut tenter? On n'est pas beaucoup, hein. Ça restera entre nous. Bon, alors je vais aller un cran plus loin. Allez, alors regarde, je vais vous donner ma définition. Ouais, David, mais David, il est super fort, lui. Il est ceinture noire de gestion de données. Alors, regarde, moi, c'est ma définition. C'est quoi un produit de recherche? C'est un ensemble cohérent de données. Par exemple, même format de fichier. C'est un ensemble de données ayant la même provenance. Par exemple, le même fournisseur, la même technique. Et c'est un ensemble de données ayant le même potentiel de réutilisation, c'est-à-dire contrainte légale ou intérêt des parties prenantes. Maintenant que j'ai dit ça, est-ce qu'avec ma définition, vous avez une idée de comment vous... David, allez, tu dirais quoi, toi? Dans les grandes lignes 5, on a des données expérimentales qui sont acquises typiquement chez nous de deux types, les données métabolomiques et les données de séquences en métagénomique. Donc là, ils sont le même fournisseur, enfin chacun a soit la plateforme métabolomique, soit la plateforme de séquençage, le format des fichiers dans tous ces objets-là est le même, et la réutilisation c'est le même. On a les données donc équivalentes mais de provenance partenaire qui ne sont pas générées par nous, mais qui sont du même format, ils n'ont pas la même provenance, donc on les considère un produit de recherche différent. C'est le même format, mais on n'a pas le droit de les rediffuser, donc en termes de contraintes légales, on n'a pas les mêmes droits que pour les données qu'on produit nous-mêmes. Je recommence? C'est bon, je peux utiliser ma voix de diaphragme aussi. Et toujours dans les données, entre guillemets, brutes, les données qui sont extraites de bases de données publiques, qui peuvent être des séquences extraites de l'ANR, et ils sont le même format de fichier que les données en origine en ce qui concerne les séquences, mais ils n'ont pas la même provenance, ils n'ont pas le même potentiel de réutilisation, parce qu'on n'a pas, on peut les citer, mais c'est déjà diffusé. Donc ça, pour les 3 premiers types d'objets de recherche, les données, donc au sens données, nous avons également des logiciels qu'on rédige au sein du projet. Ces logiciels, donc, ils sont sous forme de code source et pendant le développement, ils sont sur les sites GitLab institutionnels. Ils sont produits par les personnes employées par le PEPR et sont diffusés sous licence ouverte qui peut différer, mais c'est grosso modo la même chose. On a les workflows qu'on assimile au logiciel, parce que même si c'est un peu différent en termes de contraintes. Et
dans les données produites, on a les résultats de simulation. Donc, par exemple, quand nous produisons un article, on publie un article sur une méthode. Et dans la méthode, on met des données de validation, qui sont des exécutions de logiciels ou de pipelines sur les données réelles ou factices. Et ça, c'est livré comme evidence. D'accord? Et donc, la provenance de cette information doit aussi être inscrite. On doit pouvoir fournir l'information de manière à ce que quelqu'un d'autre puisse réexécuter le pipeline avec nos données et obtenir les mêmes résultats. Et donc, dans les grandes lignes, ce sont les objets que nous proposons dans notre PEPR. Est-ce que... Tu vois, Gilda, je t'avais dit, il était ceinture noire en gestion de données, David. Est-ce que, après l'explication de David et en remettant ça sous les yeux, est-ce que l'un d'entre vous veut se prêter un exercice ou est-ce que vous voulez que je fasse une itération supplémentaire? Je vais vous donner un exemple très simple. Donc, nous, on est plutôt de domaine plante. Alors, imaginons que j'ai 100 variétés de blé que je vais séquencer. J'ai 100 résultats du même format de fichier. D'accord? Donc, ça, on pourrait dire que ces 100, c'est un produit de recherche. Mais imaginons que ces 100, il y en a 60 qui viennent de séquençage à Clermont et 20 et 40 à Bordeaux. Ben, finalement, ce n'est pas la même provenance. Donc, je vais couper en deux. Et imaginons que sur celle de Clermont-Ferrand, il y en a 10 qui viennent d'un privé et le reste d'un public. Je vais couper en deux, et ainsi de suite. D'accord? C'est comme ça qu'on morcelle. Vous commencez par faire une liste à l'après-vert et après vous appliquez ce filtre. Donc ça, c'était le premier problème. Oui, vas-y. Ouais, oui. Et si besoin, j'ai des jeux de données qui détaillent plus le PGD tout seul, si vous vous sentez seul. Et comme on a prévu de faire des afters, peut-être que ça veut dire que les candidats à ce PEPR-là, on peut leur faire un webinaire PGD d'une demi-journée dans ce cas-là. Et etc. Donc moi, je suis côté INRIA. Ouais. Et j'imagine qu'il doit y avoir un référent INRIA pour ces choses-là. Selon toute vraisemblance, oui. Mais vous ne le connaissez pas. Sachant que c'est une coopération de tous les instituts. Et là, la phase de production va exiger que chaque institution ait donné des ETP. C'est une excellente question. Eh ben, tu demandes à David, oui, David a l'air... David Sherman, tu connais? Ouais. Voilà. De rien. Vas-y. Ben ouais. Et donc, ouais, oui, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Ouais. Et donc, ceux qui n'ont jamais vu des MPOPIDOR, vous inquiétez pas. C'est ça qu'il faut retenir. Détendez-vous pour la suite du truc. Et vraisemblablement, peut-être dans les trucs à faire rapidement, c'est que tous les candidats, ils soient invités à un webinaire et qu'ils y viennent, sans faire leur mail en même temps, et qu'en 2 heures, 3 heures, bam, vous soyez détendu et confortable. Normalement, la rédaction du PGD, ça doit vous enlever du stress, pas en rajouter. Okay, donc, le deuxième truc où la première fois c'est bizarre, c'est quand on va vous demander de décrire vos données avec des métadonnées. Question classique, si je vous dis des métadonnées, c'est quoi? Qu'est-ce que vous me répondez? Oui. J'ai aucune idée, j'ai jamais fait ça, mais j'aurais dit que c'est peut-être ce qui explique les données, en fait. Les infos de... C'est ça. À quoi correspondent les données? C'est des données sur la donnée. Voilà, typiquement. Et alors, si on essaye d'aller plus loin, c'est quoi? Imaginons, tu vois, là, si on va sur Instagram et qu'on tape table, on a 4 500 000 réponses. Donc, si toi, tu partages un fichier qui s'appelle superintéressant.txt sur Internet, il y a peu de chances que quelqu'un le trouve. Par contre, tu vois, là, ce gars-là, il fabrique des tables. Et il a envie qu'on le trouve parce qu'il vend des tables. Donc, à droite, là, il y a des hashtags. Welding, weld house,
et ainsi de suite, furniture, workshop. Il essaye de remonter dans les moteurs de recherche en ayant mis des mots-clés. Ben, en fait, les métadonnées, ce sont les mots-clés qui décrivent tes données. Là, je vous ai donné que des métadonnées, je ne vous donne pas la donnée. D'accord ? Dans le cas à gauche, vous avez reconnu, c'est les métadonnées d'une bouteille de vin, donc c'est l'appellation, le domaine, et ainsi de suite. Dans le cas du milieu, ben, c'est la marque, la description, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, vous voyez bien, la partie de gauche, selon ce qui est marqué comme appellation, domaine et tout ça, ça va vous convaincre de payer plus cher. Donc les métadonnées, c'est la confiance qu'on a dans la donnée. D'accord ? Donc vous allez faire la même chose, mais pour vos données de recherche. Et donc ça, c'est un exemple tout bête, parce que vous ne pouvez pas choisir vos mots-clés quand même. Pourquoi ? Parce que les gens ne peuvent pas deviner quels mots-clés vous aurez semblé pertinents. Et donc en fait, choisir des métadonnées, c'est se mettre d'accord sur le vocabulaire qu'on va utiliser. Et là, c'est un vieux projet avant que la science ouverte prenne réellement corps. Et donc on avait demandé aux chercheurs de se mettre d'accord sur les termes qu'ils auraient le droit d'employer. Et donc là, typiquement, ils ont le droit d'employer Orisa, mais pas riz. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Sorgho, et Musa, c'est la banane. Et pareil pour les genres, les espèces et tout ça. Donc en fait, c'est un vocabulaire contrôlé. OK ? Et le plus connu et le plus vieux, c'est celui-là. C'est le Dublin Core, qui vient de la ville de Dublin aux États-Unis. Et en fait, c'est des bibliothécaires qui voulaient se mettre d'accord sur la manière d'étiqueter les bouquins. Et donc, typiquement, comme c'est construit, il y a un élément, son nom et sa description. Et en fait, les métadonnées en sciences, c'est ça, mais en un poil plus compliqué. D'accord ? Et donc, vous allez devoir chercher des standards de métadonnées. Et donc, bien sûr, il y a un site qui est fait pour ça. C'est le Digital Curation Center. Et là, il y a la liste de tous les standards de métadonnées. C'est pas forcément ce qu'on va vous recommander. Il y en a un autre qui est assez sympa aussi, qui est plus fun, qui s'appelle fairsharing.org, où il y a un moteur de recherche plus élaboré. Mais pour vous gagner du temps, on va vous proposer une autre solution, qui est RE3 Data. Et je vais faire le parallèle entre choisir un standard de métadonnées et choisir la revue dans laquelle on veut publier. Quand vous publiez vos résultats de recherche, vous avez une stratégie de publication. Vous visez une publi parce qu'elle est renommée, parce qu'elle est dans votre domaine de compétences. Et bien là, on va faire la même chose. C'est-à-dire qu'on va chercher quelles métadonnées sont populaires dans le domaine dans lequel on travaille. Et donc, si je vais en live sur RE3 Data, donc il y a un moteur de recherche, et là j'ai tapé phénotypage. Et là, il me dit quels sont les entrepôts de données où on peut stocker des données de phénotypage à la fin du projet. Et en fait, il y a un truc qui est bien, c'est qu'à gauche, là, vous avez des facettes qui vous permettent de savoir ce que les différents entrepôts demandent. Et donc après, vous allez voir ce qu'ils demandent comme schéma de métadonnées. Pour gagner du temps, pas le faire en live, j'ai choisi à tout hasard un entrepôt extrêmement réputé et de qualité qui s'appelle GNPIS et qui serait éventuellement maintenu à Versailles par Anne-Françoise et son équipe. Et donc, je vois le détail de ce que je peux faire, à Versailles, et je vois les termes qui sont utilisés, et je vois les standards de métadonnées qui sont utilisés. Ils sont là. Et les standards en question, il y a un truc qui s'appelle MyAPI, ou MyAPI. Et c'est vachement bien parce que quand ça démarre par M, c'est minimum. Donc c'est les standards les plus simples. Et je saute au fichier qui fait un peu peur, mais en fait, que quand vous l'aurez essayé, vous verrez que ça fait pas mal. Tac. Voilà. Ça, c'est le standard MyAPI. Et donc ça vous dit que chaque fois que vous voulez décrire quelque chose dans votre manip, ici, ça vous explique quel terme utiliser. Et c'est assez bien organisé parce que finalement, un projet de recherche, c'est complexe. Donc pour chaque fichier, on aimerait quand même avoir des infos sur l'expérience elle-même, sur les gens qui la font et sur les termes. Est-ce que c'est de la mesure? Est-ce que c'est autre chose? Et donc en utilisant ça, vous avez chaque fois quel type de réponse vous devez utiliser. Donc vous avez votre fichier toto.phénotypage. Et dans les métadonnées, il y a ce genre d'informations. Donc pas l'intégralité du tableau, hein, juste la liste des mots.
D'accord? Donc, les deux aspects difficiles, c'est comprendre ce que c'est qu'un produit de recherche et comprendre... hop, j'ai perdu la souris. Et comprendre les fichiers de métadonnées. Et c'est typiquement deux choses qu'on pourrait aborder en webinaire. Pour vous dire que le PGD, ça vous aide à faire tout ce cycle de métadonnées. D'accord? Ça vous permet de le suivre. Et ici, en fait, on a mis qui fait quoi, en gros. Donc, le PI et les Word Package Leaders, eh ben, ils font la planification au début. Et puis après, les plateformes, les ISC, pour nous, c'est infrastructure collective de recherche, les entrepôts qui vous donnent des données. Eux, ils ont fait la collecte et la redistribution. Et puis après, le process et l'analyse, c'est les deux exposés qui suivent. Puis après, on va préserver et on va balancer dans des entrepôts. Et c'est pas tiré du chapeau, ce cycle. Là, vous voyez, c'est un exercice qu'on fait en formation, justement, où on demande aux gens de mettre les points de clé en début, au milieu et en fin de projet. Et en fait, tous ces points, ils s'accrochent à des points bien précis du cycle de vie de la donnée. Et, attention, c'est pour vous finir celle-là, si vous le faites bien, à la fin, vous ferez ça. Donc, voilà, ça c'est quand on a bien réfléchi qu'on a tout fait. Mais la première fois, vous ne le ferez pas, et puis surtout, vous ne le ferez pas seul, et vous ne le ferez pas en une seule fois. Mais là, ça montre que quand on s'est posé toutes les questions, on fait ça. D'accord? Mais ça, c'est quand vous serez grand. Vous, à votre niveau, vous devez décrire vos données pour qu'elles puissent être trouvées et comprises, les rendre accessibles sur des entrepôts thématiques, les rendre utilisables en ayant choisi les bons formats, et les rendre libres avec un format de fichier ouvert. C'est ce qui s'appelle avoir des données faire. Et avec les diapos, vous aurez une petite liste de choses à emmener à la maison. OK. Donc, on va enchaîner et après on pose toutes les questions. Je sais pas, à moins qu'il y ait des questions brûlantes. Peut-être juste sur le schéma qu'il vous disait, en fait, c'est quelque chose qu'on fait au cours du projet avec ses partenaires et qui time aussi le rôle de chacun. À quel moment je dois faire quoi, telle chose, et qui est responsable de faire quoi. En fait, c'est juste ça. Ça rajoute ça, c'est pas dans Opidor, hein, c'est pas décrit dans Opidor. Et donc c'est très utile et ça se co-construit avec l'ensemble des partenaires pour être sûr qu'il n'y a pas de malentendu. J'avance avec ça. Original. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, moi, je vais vous présenter un peu l'offre de calcul, au moins de l'infrastructure IFB, donc l'infrastructure française de bioinformatique. Donc moi, je suis Gilles Canguier, je suis ingénieur de recherche sur la plateforme ABIMS à Roscoff, donc je suis encore breton. Mais là, je vais vous parler avec mes 30% IFB, et mon colistier Julien Seller, il est plutôt sur Strasbourg, donc voilà, c'est moi qui suis le plus proche. Préférence locale, comme on disait tout à l'heure. Alors du coup, à gros grains, on va dire, l'Institut français de bioinformatique, c'est une infrastructure nationale pour la biologie, pour la bioinformatique et les sciences de la vie. Donc elle est organisée sous forme d'un réseau de plusieurs plateformes, donc une vingtaine de plateformes membres et 16 plateformes dites contributrices, donc c'est juste des cercles différents. Et les principales missions et activités, c'est donc le support et l'expertise auprès des communautés des sciences de la vie. C'est déployer des services, donc typiquement infrastructure ou des outils. C'est tout l'aspect formation aux techniques de la bioinformatique et enfin les développements innovants. Donc tout ça, c'est supporter finalement la communauté des sciences du vivant. Alors du coup, moi je vais zoomer sur le côté infra dans l'infra, donc l'infra numérique dans l'infrastructure de recherche. Donc du coup, on appelle cette infrastructure, au moins l'IFB, ça s'appelle le Réseau national de ressources informatiques, dont le NNCR. Et c'est ce sur quoi je vais zoomer un petit peu. Donc du coup, l'IFB propose ce maillage d'infrastructures de calcul, donc avec deux technologies supportées, que ce soit le cloud ou le cluster. Donc ça couvre ce maillage national, donc avec des plateformes de bioinformatique existantes même avant l'IFB, hein, qui sont proposées des infrastructures numériques et qui vont travailler finalement de manière collaborative. Et donc tout ça pour vous proposer des espaces de stockage, des outils de calcul et du support de proximité ou thématique. Donc si on parle un peu chiffres, il y a donc 9 localisations, c'est à peu près 27 000 cœurs hyper threadés, 135 téraoctets de RAM, parce qu'on sait que la RAM c'est souvent ce qui est utilisé en bioinformatique, et 14 pétas de stockage, donc encore une fois répartis. On a 7 clusters type batch Slurm et 8 clouds qui sont fédérés au sein
d'une fédération qui s'appelle Biosphère et qui tourne sur OpenStack. Donc du coup, il y a un petit lien pour avoir plus de détails. Donc après, les interfaces qu'on propose sur ces infrastructures de calcul sont assez classiques pour certaines. Donc il y a l'accès SSH et donc l'ordonnanceur Slurm, hein, si on parle de cluster. Donc SSH, c'est vraiment pour les plus habitués à la ligne de commande. Hein, c'est un terminal, ligne de commande, c'est le Minitel. Donc du coup, ça nous permet avec Slurm, l'ordonnanceur, d'accéder aux différents nœuds de calcul. Une autre interface un peu nouvelle, on va dire, voire très nouvelle pour certaines plateformes, c'est Open Demand. Donc là, c'est une interface web qui vous permet d'accéder à différentes applications web. Alors les plus emblématiques, c'est Jupyter Notebook, donc qui permet de faire des notebooks pour accompagner votre analyse avec les métadonnées, avec la documentation. Donc c'est clairement dans l'optique faire reproductibilité. RStudio qui est connu de tous, hein, qui permet aussi de faire des notebooks avec R Markdown. On peut aussi avoir accès à des applications desktop. Et l'idée, c'est que finalement, on va lancer toutes ces applications-là via Slurm, et donc on a vraiment des ressources qui peuvent être assez conséquentes derrière. Donc si je zoome, du coup, on a ce Open on Demand, qui est l'interface vraiment de connexion à Slurm qui nous permet de réserver des ressources. Donc ça soit de la RAM, du CPU et du temps. Le temps est une ressource. Et qui permet finalement de lancer des jobs Slurm pour lancer des applications comme RStudio ou Jupyter Lab. Et enfin, la dernière modalité d'accès aux ressources, c'est Galaxy. Donc en l'occurrence, à l'IFB, on implémente l'instance nationale usegalaxy.fr, donc qui tente à fédérer finalement les différentes instances Galaxy qui étaient réparties sur le territoire. Au sein d'une infrastructure maintenue avec plus de développeurs possibles et d'administrateurs, donc réduire encore une fois la voilure de l'administration et pour se concentrer sur la science et l'ingénierie. Et donc on peut proposer des subdomaines thématiques, parce que du coup, si on prend Galaxy, usegalaxy.fr, c'est plus de 3000 outils, donc pour un utilisateur lambda qui arrive sur cette infrastructure, c'est un peu beaucoup. Et l'idée, c'est qu'on peut réduire finalement cette quantité d'informations pour l'utilisateur et le focaliser sur son domaine. Donc typiquement la métabo, la protéo, on a fait un Covid-19, le métabarcoding et j'en passe. Si vous voulez lancer finalement dans des formations qui utilisent cette infrastructure, on a aussi ce qu'on appelle le TIaaS, donc Training Infrastructure as a Service, où on peut réserver pour le temps de la formation les ressources en CPU, en mémoire, etc. Il y a un suivi en temps réel de l'accompagnement des participants à la formation, donc c'est plutôt intéressant. Si je zoome sur l'IFB Core Cluster, donc c'est la partie que je connais un peu plus, c'est l'infrastructure finalement de calcul nationale de l'IFB, le cluster. Donc il est co-administré par à peu près 5 ETP qui sont répartis sur différentes plateformes de l'IFB qui proposent leur temps pour maintenir cette infrastructure. Ça nous sert à la fois de laboratoire et puis quand même d'une infrastructure conséquente. Donc là actuellement on a 4000 cœurs. 52 Tera de RAM, donc les derniers nœuds achetés c'est 2 Tera par node. On a 9 GPU, on va en racheter d'autres. Et en termes de stockage, on a 2 pétas de Scratch et 2 pétas de stockage projet qui va venir. On a 600 outils et à peu près un peu moins d'un millier de versions de ces outils. Vu qu'on a d'utilisateurs, on essaye aussi de faire du support, bien sûr, pour ces communautés. Donc, on a le communauté forum. Donc, on a décidé de gérer notre support via un forum. C'est un parti pris. C'est-à-dire que ça permet à la fois d'avoir des questions qui sont ouvertes, accessibles pour s'auto-documenter et puis finalement avoir aussi une sorte d'effet bénéfique avec des modérateurs, des formateurs qui viennent du coup aider aux besoins les personnes qui sont perdues, soit dans une thématique, dans un support scientifique, ou alors vraiment le support du cluster. Donc l'IFB, donc l'infrastructure française de bioinformatique, se veut un socle pour supporter finalement des projets connexes. Du coup, sur ce projet déjà IFB est venu le projet Mudis for LS, donc c'est un PIA3, donc ESR équipe X+. Donc ESR c'est équipement structurant pour la recherche, équipe X+, c'est de l'équipement informatique essentiellement. Je vous passe finalement les slides avec les work packages et compagnie, parce que l'idée c'est vraiment montrer que c'est un support pour des projets qui pourraient émerger. Et sans jeu de mots, il y a donc le projet Emergent qui a été supporté par l'IFB, donc qui tourne autour d'une plateforme de surveillance du Covid-19. On a le projet PEPR Abromix, Abromix qui était ancêtre des PPEPR, qui lui vise à créer une plateforme multi-omique pour la recherche et la surveillance de l'antibiorésistance.
donc c'est le projet santé. On supporte aussi le projet qui démarre, donc le PEPR SAMS, autour donc de la microbiologie, de le microbiote. On a un projet santé numérique, porté plutôt par la plateforme Bird. On a ce projet, donc le PEPR agroécologie et numérique, donc avec le premier projet pilote, c'était Brief, mais bien sûr, on pourra supporter d'autres projets qui seront retenus. On a le projet Atlassic qui est plus côté marin, donc avec le support du séquençage, l'annotation et l'annotation experte, et puis proposer différents portails pour 5000 espèces du littoral français. On a un petit bout du projet BBest avec le projet cible Galaxy for Bioprod, donc sur les projets biosourcés, donc l'INRAE est aussi très impliqué. Et puis d'autres PEPR, bien sûr, peuvent nous rejoindre. Alors comment finalement on intègre l'existant de l'infrastructure telle que l'IFB ou d'autres infrastructures ou d'autres DSI. Donc l'idée c'est d'intégrer finalement vos besoins financiers en ressources numériques dès le début du projet. Donc j'ai l'impression que je force une porte ouverte, mais c'était pas évident il y a quelques années. Le numérique c'est pas gratuit parce qu'on peut pas le toucher, qu'il n'y a pas de consommable, que c'est pas gratuit. Donc inclure le stockage, les besoins en stockage, les besoins en calcul, les besoins en sauvegarde, et prendre contact si possible avec la plateforme cible assez tôt dans votre démarche pour pouvoir pour qu'elle puisse vous accompagner. Donc après il y a deux solutions pour potentiellement financer. Donc si c'est du financement type équipement et investissement, on peut acquérir de l'équipement, se rapprocher et faire de la mutualisation avec les infrastructures existantes. Si c'est plutôt du fonctionnement, et c'est ce quoi vers on pousse, c'est plutôt finalement prévoir sous forme de prestation la collaboration avec les plateformes, donc avec des heures de calcul, de la location d'heures de calcul, du stockage ou de l'accompagnement au projet scientifique. Donc l'IFB, c'est 20 à 30 personnes, plateformes, pardon, un peu plus de personnes. 20 à 30 plateformes, donc il y a pratiquement autant de modalités d'accès, donc il faudra se rapprocher finalement de la plateforme cible, alors soit géographique, soit thématique, soit généraliste, donc comme l'IFB Core Cluster ou l'IFB Core Cloud. Mais sinon, on a un guichet d'orientation qui permettra potentiellement de poser vos questions, maturer votre question et vous orienter vers le bon acteur qui pourra répondre à votre besoin. Alors ce cercle, vous l'avez déjà vu une ou deux fois, normalement, si vous n'avez pas dormi pendant le talk de Fred. Donc voilà, comment l'IFB essaie de finalement, dans ses limites finalement, de participer à la démarche FAIR. Donc quelques clés, donc ça s'inscrit à différents endroits, donc la gestion des données, parce qu'on est le carrefour des données, en récoltant finalement les données produites et en essayant de les accompagner jusqu'à la publication. On a la reproductibilité de l'analyse qui nous intéresse beaucoup et le partage de connaissances. Donc si on parle de gestion de données, c'est l'intégrer très rapidement finalement dans des espaces projets qui sont gérés de manière... on vous encourage en tout cas à avoir une démarche, faire au moins d'avoir un cycle des données, donc avec des espaces projets qui sont contraints, avec des partages avec les bonnes personnes, une durée de vie du projet, etc. Donc ça, c'est des encouragements qu'on peut faire. On essaie d'avoir finalement l'armoire fourre-tout là, qui n'en finit pas d'enfler et sur lequel on a du mal à revenir. C'est donc organiser vos données, les métadonnées, penser accessibilité, choisir les formats et l'interopérabilité et veiller à la sécurité. Donc c'est un schéma que vous avez peut-être déjà vu, mais c'est pareil, c'est comment structurer les dossiers, comment avoir une bonne convention de nommage, comment stocker et suivre les métadonnées et comment organiser finalement pour être compréhensible, comment documenter et adopté par l'ensemble d'une équipe, donc pas travailler dans son coin, mais directement faire les règles avec son équipe en amont et de manière contrôlée. Enfin, la donnée, on a vu que ça avait un coût, le coût de la générer et du coup de la perdre. Donc la sauvegarde est importante. Donc on ne parle pas d'archivage. L'archivage, c'est un autre métier. L'archivage, c'est mettre sur des repositories européens, etc., pour l'avoir vraiment... Ça, là, l'IFB, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire de l'archivage. Donc il y a d'autres compétences pour ça. Mais en tout cas, pour la sauvegarde de la donnée, le temps du traitement, c'est la règle des 3 de 1, pardon. Donc ça va avoir au moins 3 copies. Donc quand on a 14 copies, on n'en a pas 14 fois trop, comme dirait Fred. Non, voilà, ça je le corrige. On a peut-être 3 fois trop. Mais en tout cas, il faut 3 copies, il faut 2 supports séparés et surtout un site distant. Donc vous avez tous en tête l'image du data center OVH qu'on pensait inifugé, finalement non. Donc même un gros acteur comme ça peut avoir des vrais fails
Et finalement, ceux qui avaient payé le forfait le moins cher l'ont compris, parce que du coup, il n'y avait pas de sauvegarde distante. Voilà. Alors sur la reproductivité des données, notre petit effort au niveau de l'IFB, c'est d'avoir une installation standardisée, donc avec des outils de packaging comme Conda et Aptainer, donc Singularity pour l'ancien nom. C'est une conservation au mieux de toutes les versions qu'on a pu installer depuis qu'on a créé les infrastructures. Donc c'est-à-dire que vous pouvez revenir sur une analyse plusieurs années en arrière. Et puis on a ce déploiement mutualisé sur une partie des clusters de l'IFB, donc les plateformes sont citées, ce qui nous permet finalement d'avoir la possibilité de partager un workflow, de partager un script, etc. sur plusieurs infrastructures, et finalement pouvoir rejouer ce script, parce que finalement les outils sont diffusés de la même manière partout. Et enfin, comment partager la connaissance ? C'est promouvoir des solutions un peu innovantes comme les notebooks, alors Jupyter ou Quarto, qui essaient au moins de fédérer le match entre les R et Jupyter. C'est promouvoir et puis former aussi à tout ce qui est moteur de workflow, que ce soit SnakeMake, Nextflow ou Galaxy, qui ont la volonté de pouvoir finalement... Donc le premier, les notebooks, ça vous permet de documenter à mesure de l'analyse. Dès qu'on utilise un moteur de workflow, on a déjà la version des dépendances qu'on va utiliser, les outils, on a tout le protocole pour lancer l'outil, et on a la gestion des dépendances. Et puis ça, finalement, c'est distribuable dans une publication et ailleurs. Et puis, voilà, on essaie de former à toutes ces méthodes, donc avec différentes formations FAIR, BioInfo, donc des versions nationales et plus ou moins locales. Et j'ai fini. Je vais re-être en désaccord avec ton désaccord. C'est pas à vous d'avoir 3 copies. C'est à la plateforme à laquelle vous avez confié vos données qui doit avoir 3 copies. Vous ne devez en avoir qu'une. Non, mais si vous avez 3 copies, vous allez vous stresser. Si vous trouvez une plateforme qui fait 3 copies, c'est elle qui va se stresser. Alors, on va finir avec ce qu'aurait dû présenter donc Eric. Donc Eric, son boulot à INRAE, c'est de comprendre le besoin des utilisateurs et de trouver les ressources pour offrir un environnement matériel et logiciel pour que vous puissiez faire votre recherche, puisque votre spécialité, c'est plutôt la question biologique à laquelle vous vous attaquez, et ce n'est pas la gestion des données. Donc, il est dans un département qui s'appelle Relations utilisateurs et services. Donc, il avait fait une diapo sur ce qui est existant déjà. Donc, si vous êtes INRAE ou vous êtes copain avec des gens d'INRAE, vous avez entendu parler de Nextcloud. N'importe quel INRAE peut demander l'ouverture d'un Nextcloud. C'est un système où vous aurez donc un espace de stockage, pas pour vos fichiers de recherche, mais pour les comptes rendus de réunion, les diapos, des trucs comme ça. Hein. Ce n'est pas un espace de calcul scientifique, c'est un espace de gestion électronique de documents. Mais bien gérer toute cette paperasserie, tous ces trucs comme ça, dans un espace dédié, c'est bien. Et vous pourrez préparer un jeu de diapos ensemble avec tous vos collègues sans vous envoyer les diapos par mail. Et ça, c'est plutôt bien. Si vous avez besoin de bases de données, vous pouvez aussi demander à la DSI de vous donner accès à un serveur de base de données. Il y a aussi des machines virtuelles à la demande. Et donc, je découvre qu'on a une offre Windows 2019. Je ne savais pas qu'il avait existé un Windows 2019. Et puis, il y a du cloud. Et donc, ça vous donne des salles machines virtuelles. Et le cloud, ça peut être utilisé quand vous avez un besoin temporaire d'installer des choses. Ça peut être plutôt pas mal. Et pour faire ces demandes, vous allez tout simplement sur le magnifique site ariane.inrae.fr. Et en bas, il y a un gros bouton rouge, « Demander un service ». Et là, quelqu'un vous répondra rapidement et sympathiquement. Ça, c'est l'existant, c'est le truc qui est sur étagère, c'est le truc qui marche. Après, il y a une question de ce qu'on est en train de mettre en place, de réfléchir. C'est quel accompagnement, calcul stockage, de la part de la direction pour la science ouverte et de la direction des systèmes d'information. Donc, il y a des personnes qui mettent beaucoup de leur temps et beaucoup de leur énergie. Donc, Alex, Touve et Eric, côté DSI d'Ipso, et puis des gens des labos, pour être sûr que la proposition qui me remonte, elle soit vraiment en lien avec la vie des labos. Donc il y a Jacques, Adrien et Sandra, répartis en plus à différents endroits du territoire et sur différentes thématiques.
Quand vous aurez les diapos, il y a un lien, une petite vidéo qui présente le service, et un lien vers les webinaires de présentation au calcul scientifique. Ces webinaires-là, ils sont faits. Si vous aviez l'habitude de calculer sur votre ordi personnel, ça peut être stressant de vous dire je vais aller calculer sur un cluster de calcul, mais ça c'est pour vous y aider. Et il y a un guichet d'accompagnement en amont, quand vous préparez réponse à un appel d'offres, ça peut vous aider à budgétiser. Comme disait Gilda, l'informatique ça a un coût, mais c'est beaucoup moins douloureux si on l'a budgétisé quand on montait son PEPR par exemple. Et en plus, il y a un accompagnement tout au long de l'année en partie de montée en compétences avec une série de webinaires. Et la DSI loue à l'année des capacités de calcul sur le mésocentre de Montpellier. Donc voilà, il y a un mail qui s'appelle accompagnement-calcul@inrae.fr avec derrière des gens sympathiques qui sont là pour vous aider. Juste parce que alors, tous les exemples qu'on vous a donnés, c'est de la bioinfo. Je ne sais pas si tous ceux qui sont ici font que... Voilà, je pense qu'il y a des... Voilà. Donc, ici, c'est transversal. Hein. Il n'y a pas que de la bioinfo derrière. C'était aussi pour ça qu'on voulait illustrer... On vient tous, en fait, de la bioinfo. Donc, C'est ma question, en fait. Moi, je suis économiste et la base de données en sciences sociales sont quand même un peu différentes. Souvent, on garde un gros, donc on n'a pas des besoins... On n'a pas des besoins en calcul forcément délirants, enfin ça peut arriver, mais pas souvent. Par contre, sur le côté faire, on est quand même très différent. C'est-à-dire que c'est autant ouvert que possible, mais aussi fermé que nécessaire. Et nous, c'est souvent plutôt fermé parce qu'on a des données personnelles dans nos bases de données, donc on ne peut pas les ouvrir complètement. Et du coup, est-ce qu'il y a des accompagnements spécifiques sur ça? Alors toi, tu es économiste à INRAE ou en dehors d'INRAE? Je suis à INRAE, donc j'ai les accompagnements. Donc tu es éco-sociaux, département éco-sociaux? Non, je suis à ACT. D'accord. Ah. Oui, alors, bon. Alors il y a deux choses. Dans les départements, chaque département a un référent données stratégique. Donc tu peux te retourner, parce que c'est quelqu'un de ton département, donc qui connaît bien ton métier. Mais on se voit une fois par mois, nous tous, pour travailler à monter des solutions. Donc, tu auras quelqu'un qui connaît la maison et qui connaît ton boulot, donc qui va très bien contextualiser. Ensuite, dans les centres de référence thématiques dont je parlais au début, il y a Progedo, qui est spécialiste de données économiques et qui est très bon à masquer l'information qui ne doit pas être vue par tout le monde, tout en permettant aux chercheurs d'accéder à l'information dont il a besoin pour travailler. Voilà. Donc on est d'accord, nous, historiquement, en fait, les gens qui y a autour des clusters de calcul à INRAE, c'est plutôt des bioinfos. C'est une question historique, mais ça ne veut pas dire qu'on ne connaît que ça. Et en plus, dans les réflexions qu'on a PEPR, c'est vraiment tout corps de métier. Voilà. Par contre, si tu as besoin d'installer ta base de données sur une machine virtuelle de la DSI, tu peux le faire. Si tu es en autonomie informatique, si tu veux. Il y a aussi ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste, David, si tu veux compléter, peut-être pour l'INRIA, pardon. Oui. Oui, non. Déjà, est-ce que je suis la seule personne INRIA ici dans la salle? Ah non, d'accord, ok, très bien. Ouf. Parce que sinon, je vais parler avec moi-même et je vais être certainement d'accord. Donc là, historiquement, INRIA, qui a un nombre très important de plateformes de calcul, historiquement, beaucoup investi dans le HPC. D'accord? Typiquement avec des gestions comme Slurm, où les tâches de calcul, les workflows sont définis une fois, ils sont soumis dans une file d'attente, ils sont exécutés tant la ressource est disponible. Et l'observation que nous avons depuis moins de 10 ans, mais plus que 3 ans, c'est que cette sorte d'infrastructure ne se prête pas à toutes les façons d'utiliser les outils. Là, pour faire l'analogie avec le service on demand, donc on a beaucoup d'interfaces pour l'exploration, pour le data science exploratoire, qui sont plutôt comme Galaxy ou comme les notebooks Jupyter, etc. Et donc, du coup, depuis à peu près 3 ans, de façon, je dirais, sérieuse,
depuis un an, le DSI INRIA est en train de mettre en place d'autres architectures de plateformes de calcul axées sur Kubernetes, où les workflows sont containerisés et où le déploiement de services interactifs pérennes peut être fait sans peser sur le calcul qu'on personne s'en sert et sans obliger les gens de faire une grosse réservation en amont. Donc il y a une plateforme que Jean-François développe donc avec nous qui s'appelle Pleiades, qui est géré par le DSI et pour lequel on a une offre de services interne PUPR dans un premier temps, mais qui a vocation à être adopté dans le grand centre de calcul qui est en train de se faire à l'est de Paris. Donc, si vous êtes dans une équipe projet commune avec INRIA ou si vous êtes INRIA ou vous voulez discuter avec nous pour ces sujets, vous pouvez contacter Jean-François ou moi-même. D'accord. Et là, on cherche surtout les cas d'utilisation qui sortent de l'offre standard que nous avons dans l'Institut. Parce que faire exécuter un workflow avec Slurm, vous n'avez pas besoin d'accompagnement, typiquement, vous savez faire. Et c'est le déploiement d'autres formes de services plus pérennes ou plus, plus pérennes ou plus en streaming qui sont intéressantes. J'ajoute aussi juste une remarque, une réflexion que nous faisons aussi depuis un moment sur la reproducibilité concernant donc, la provenance des données qui sont produites par les calculs. Là, on a beaucoup parlé de la provenance des données expérimentales et la façon dont les données sont acquises. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, moi, je suis très préoccupé parce que mon projet dans le PEPR, donc Mystique, est un projet méthodologique. Je suis très préoccupé par la provenance de résultats des calculs qui sont proposés comme démonstration ou dans la validation donc, des méthodes. Et donc, nous avons un engagement dans notre plan de gestion de données à l'utilisation d'un format qui s'appelle Rocrates, qui garde le lien vers les données en entrée, les résultats et aussi le workflow exécutable que nous produisons donc, à partir d'outils qui sont, ces Rocrates sont générés par des outils qui sont intégrés dans l'exécutante de workflow. Voilà. Je ne sais pas combien de temps il reste, je ne sais pas quelle heure il est. Une demi-heure. On a une demi-heure. Oui, c'est ça. Non, mais de toute façon, je pense qu'il faut... On est tous d'accord pour vraiment arrêter à 5 heures, dernier carat. Du coup, sachant tout ça, en fait, on voulait faire un peu un paysage de ce qui existe et voilà, ce qu'on a un peu sur étagère. Et moi, ce que j'aurais aimé, c'était susciter une discussion sur, voilà, est-ce que ça vous semble insurmontable? Qu'est-ce qui vous semble vraiment compliqué? Qu'est-ce qu'il faudra améliorer? Qu'est-ce qui, ouais, alors... sachant tout ça, vous manque toujours cruellement? Oui, une autre manière de le dire, c'est comment vous faisiez avant pour gérer vos données de projet. En fait, je me pose la question par rapport aux personnes qui n'ont jamais utilisé DMP ou PIDOR. Ça veut dire que vous n'avez jamais fait de plan de gestion de données. Ce qui n'est pas choquant parce que les PGD, ils sont poussés que depuis pas longtemps. Et donc la question, c'est si on veut vous accompagner, il est bon de savoir dans quel état vous êtes là, maintenant, pour savoir qu'on vous emmène à un état N+1. Et donc ça, c'est hyper important que vous osiez nous raconter tout. D'accord ? Je vais vous détendre. J'avais fait une formation pour le collège doctoral à Montpellier. Il y avait 3 doctorants qui travaillaient sur l'état de santé des directeurs de PME. Leurs données étaient sur Dropbox. D'accord ? Donc, il y avait ça. Donc, maintenant que j'ai dit ça, vous pouvez nous raconter comment vous faites. Donc moi, je suis doctorant. Et le
procédé de Fair Data est au centre du projet. Donc, avant, je ne sais pas comment ils faisaient, mais je sais qu'on a des clusters internes au laboratoire où la plupart des données étaient stockées dessus. Pour tout le côté administratif et partage de fichiers entre équipes, on a des... je crois qu'il y a un truc Nextcloud lié à l'INRAE. Donc je pense que nous, on est calé là-dessus, un tout petit peu. J'ai vu, du coup, tu bosses. Il y avait deux personnes qui disaient qu'ils n'avaient pas de problème. En fait, c'était toi, David, et je pense ton chef, Yannick. Et je pense effectivement que vous êtes bien. Je peux dire deux mots de comment on fait, puis après effectivement j'ai une question. Donc moi j'ai coordonné un projet européen, donc ça m'a familiarisé au PGD, etc. Ça fait partie de ça. Juste une petite anecdote, nous en sciences sociales, des choses qui nous arrivaient pas. Certains collègues dans les papiers maintenant nous donnent vraiment les données. On nous demande les données des fois, ou on nous demande les formulaires de consentement par exemple quand on fait des enquêtes. Donc la partie RGPD, ça peut être donc on nous demande soit le numéro du plan ou comment on a obtenu l'agrément pour faire la campagne d'enquête. Et j'ai une collègue, apparemment, ils lui ont demandé carrément la liste des consentements. Alors je ne sais pas s'il les a donnés ou pas, mais... Je ne veux pas te stresser, en effet, mais donc à INRAE, il y a une DPO, Nathalie Gandon, et qui m'a dit qu'il y a des articles qui ont été refusés parce que les chercheurs n'avaient pas les consentements. Et la revue a juste fait appliquer la loi, en fait, si tu veux. Donc c'est hyper important d'anticiper. Oui, mais c'est pour ça qu'on le fait. Oui, donc, toi tu le fais, mais je le dis pour les autres. Oui. Voilà, c'est ça. C'est que la CNIL, avant, elle levait un sourcil, maintenant elle met des amendes. C'est que juste les contraintes se renforcent, et grâce au PGD, en effet, vous êtes sensibilisé à... Parce qu'il y a une rubrique, droit, ouais. Voilà, donc ça, on commence à le faire. Après, c'est vrai que c'est pas les consentements, c'est pas encore. Ça fait débat chez nous. Il y a des collègues qui résistent un peu à ça, d'autres. Enfin voilà, mais je vais pas rentrer là-dedans. Par contre, nous, l'ouverture, c'est un vrai problème, quoi, parce que justement, en discutant avec Nathalie, dès qu'on a des données personnelles, l'anonymisation est quasiment impossible, quoi, surtout dans des secteurs où on n'a pas beaucoup d'acteurs. C'est quasiment impossible, même sur des données vraiment de base. Elle prend tout le temps les cas des exploitations agricoles sur lesquelles on travaille beaucoup. Dès qu'il y a une information géographique, si on en rajoute deux autres, c'est quasiment terminé. Donc ça fait que le faire, nous, on est quand même très limité. Alors par contre, ce que je commence à faire, j'ai publié, j'ai quand même mis la base sur des bases de données sans l'ouvrir, mais en publiant des métadonnées décrivant le type de données que j'avais collectées. Honnêtement, jusqu'à présent, ça aboutit à rien. Je l'ai fait 2 fois, j'ai été contacté par personne. Je ne sais pas qui a consulté ces métadonnées. Parce qu'il y a un dispositif normalement qui permet aux gens de prendre contact avec le dépositaire s'il y a des questions. Ça fait 3 ans, j'ai pas... Voilà. Donc, je vais continuer. Après, la question que je me pose plus, c'est là, on va avoir des bases de données d'un type différent. Qui est... on va faire des bases de données sur des entreprises en ayant collecté que des données disponibles. Donc, on va faire du web scrapping et on va extraire des données. Et là, on se pose la question enfin, ça a un sens que ça continue après nous. Parce que d'habitude, en sciences sociales, on n'avait pas cette culture-là, quoi. On faisait nos analyses et puis on ne partageait pas les bases de données qu'on avait produites. Et du coup, là, c'est un truc sur lequel j'aimerais bien être accompagné. Si on se lance là-dedans, comment on produit quelque chose qui est transmissible? Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on s'arrête à la base et quand on a fini, on la laisse, quoi, sous un format à voir, ou est-ce qu'il faut qu'on transmette aussi une façon de l'actualiser? C'est-à-dire avoir une interface qui permet à des gens de se saisir de cette base de données pour qu'ils puissent continuer à la renouveler. Parce qu'elle va être... Nous, on fait des bases sur l'AgTech. On va faire une base sur l'AgTech, sur les entreprises de l'AgTech. Ça va être périmé super vite. Donc, on peut la mettre à disposition, mais il y aura un intérêt à ce que ça soit, que ça soit remobilisable par d'autres personnes, sachant que ça ne va pas être nous. C'est-à-dire, nous, après le projet, on n'a pas forcément intérêt à le... Voilà. Et ça, s'il y a des solutions, je serais preneur d'un accompagnement
là-dessus pour en faire une base de données ouverte et qui continue à être alimentée s'il y a des gens qui ont envie de faire ça. C'est une excellente remarque que tu fais là. Donc je reprends un pas en arrière avant de revenir vers toi. La science ouverte, c'est ça en fait. C'est que quand quelqu'un a fait avancer la science, il la laisse dans un état où n'importe qui d'autre peut s'en saisir et la faire continuer. Donc ce que tu proposes là, c'est vraiment idéal. Après, des fois, c'est... Par exemple, en génomique, tu partages tes données brutes, n'importe qui peut faire plein de choses sans que tu aies à t'en préoccuper parce que leur valeur, elle reste constante. Toi, il y a un problème de mise à jour et c'est un peu des problèmes qu'on a, nous, sur certains systèmes d'information qu'on développe. C'est que si personne ne fait de mise à jour, l'intérêt de réutilisation du système décroît dans le temps. Et après, ça veut dire que presque dans ton PEPR, tu devrais... un des work packages, ça va être de créer une communauté qui aurait envie de faire vivre le truc, tu vois. Je pense à Open Food Facts, tu vois, par exemple, si tu veux t'intéresses à la qualité des produits que tu manges, en fait, ça a créé ou PlanteNet, qui par essence, quand il fonctionne, il s'améliore. C'est vrai que c'est un truc intéressant. Et en plus, je suis content que tu en parles parce que, comme nous, on est fait, je le redis encore une fois, on est plus génomique. En parlant par exemple avec le département éco-sociaux, j'ai découvert que pour eux, le coût de génération de la donnée, c'est pas du tout ce que nous on entend. Eux, c'est la location d'un accès à des bases de données et tout ça. Et c'est pour nous intéressant de voir ce point de vue. Donc j'ai pas une réponse là. Par contre, ça fait partie des choses qui peuvent se discuter au sein du collège des référents données stratégiques. C'est justement comment est-ce que l'Institut a une vision globale qui pourrait avoir une déclinaison dans les différents domaines qui sont travaillés chez nous. Il y a une dimension politique à la question, parce que pas mobiliser le crachoir, mais j'ai été mobilisé, j'ai déjà un contact qui est un mec qui a monté sa boîte dans ce domaine de l'agtech pour justement mettre à disposition des connaissances, etc. Lui serait potentiellement prêt à prendre ça en charge. Moi, en tant que fonctionnaire d'un institut public, pourquoi pas, mais ma question, c'est quoi la position de l'INRA sur ce genre d'initiative, de l'INRAE, pardon, sur ce genre d'initiative? Est-ce que l'INRAE veut avoir un rôle et comment on garantit un peu le contrôle? Sauf si on prend l'option simple où effectivement on s'arrête, on laisse la base de données. Après, si quelqu'un veut le faire, il le reprend. C'est le minimum qu'on fera, mais s'il y a une autre, si on fait quelque chose d'interopérable avec quelque chose d'actualisable, nous, au bout d'un moment, on va arrêter et savoir avec qui on fait ça, quoi. Bien sûr. Et là-dessus, ce serait bien qu'on ait un peu de guidance de l'Institut. Je suis d'accord, ouais. C'est un truc, moi je pense effectivement c'est stratégique et politique. Et du coup, c'est probablement dans le cadre de ton département, avec votre connaissance aussi du domaine et comment est-ce qu'il évolue, et une décision stratégique de l'Institut de où il veut mettre ses forces et de ce sur quoi il lâche prise, éventuellement avec des privés, quoi. C'est une stratégie de valo aussi. On continue. Un des trucs intéressants, c'est bêtement de savoir quand les choses disparaissent. Toutes ces firmes, il y en a beaucoup. Et du coup, c'est pour ça que notre base de données, assez vite, on aimerait rendre visible cette information, mais si des gens peuvent continuer à dire telle boîte a disparu, a été rachetée par telle autre, et que l'information soit actualisée, il peut y avoir un intérêt. Mais voilà, c'est savoir quel niveau de collectif on donne à ça et qui reste le garant au cours du temps de cette information. Développer un logiciel de mise à jour de ces choses-là, parce que ça crée également
le problème de qui maintient le logiciel de mise à jour de la chose. Donc l'adoption d'un format me paraît bien avisée. Et la deuxième chose est que, vraiment au strict minimum, avoir un système d'horodatage des versions de cet objet-là, pour que quand tu fais référence dans une publication, quand quelqu'un le reprend, on a la provenance et pas ce fichier-là avec ce nom-là, mais ce fichier avec l'identifiant horodaté Intel. Merci. Fabrice, à ton tour. Oui, donc moi je suis, comme Fred, je suis RDS, donc référent données stratégiques à l'INRAE, et donc du département santé des plantes et environnement, SPE. Voilà, donc j'ai un peu le même rôle, mais je le fais certainement pas aussi bien que toi, et donc de pousser la communauté à utiliser ces outils, comme tu... Voilà. Et justement, je le fais probablement pas aussi bien que toi, parce que moi, je rencontre quand même pas mal de difficultés. Je suis aussi sur pas mal de projets de recherche à motiver les chercheurs à remplir ces PGD, et souvent, il s'avère qu'ils vont déléguer à des gens, ou faire du copier-coller un peu crado. Voilà, ils se rendent bien compte que c'est important de bien le faire, mais c'est quand même un peu rébarbatif. Et je ne sais pas comment rendre ça un peu plus appétant pour eux, à part leur faire peur. Effectivement, il y a des problèmes juridiques derrière, il faut faire ça. Et surtout que peut-être l'ANR ne revient pas toujours sur les gens en disant ce que vous avez mis dans le PGD, vous ne l'avez pas fait en vrai. Donc je dis, bon, il n'y a pas de contrôle vraiment. Donc il y a cette histoire de contrôle, le fait que c'est pas marrant à remplir. Et ce que tu dis en disant qu'il faut faire un produit de recherche par provenance, moi ça me fait peur, parce qu'en fait ils sont plutôt dans le moins-disant. On veut bien le faire, mais il ne faut pas que ça soit trop chiant. On va dire toutes nos séquences de ce type-là, donc avec un type le plus large possible, ça va rentrer dans un produit de recherche, et on va appliquer à peu près les mêmes règles pour tout le monde, pour tout ce type de données, quoi. Alors si on arrivait à détailler, aller jusque la provenance, et dire tiens, j'ai utilisé telle boîte de séquençage pour faire mes données short reads, donc je vais dire exactement ce que j'ai fait pour ça là, et puis pour mes long reads, j'ai utilisé une autre boîte, et donc à chaque fois être obligé de décrire tous ces trucs-là, je pense que voilà, ils vont un petit peu râler. Je ne sais pas comment toi tu fais pour motiver tes troupes. Je ne me rappelle pas si c'est enregistré ou pas, c'est pour savoir. J'ai une pelle rouillée. Non. Alors, je suis d'accord avec toi. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il faut qu'ils aient gagné une première fois pour avoir envie de rejouer. Et au début, tant qu'ils n'ont pas joué, ils ne peuvent pas gagner. C'est un peu le truc, quoi. Moi, je pense que ma vision actuellement des produits de recherche, elle est celle que j'ai maintenant et qui n'était pas celle que j'avais il y a 2 ans, parce que je sais que ça, c'est plus rentable. Dans un premier temps, tu peux faire un quick and dirty avec tous tes reads dans le même. Et après, ils se rendront compte la fois d'après que si on avait découpé avant, ça aurait été mieux. Tout ce qui mérite d'être fait mérite d'être mal démarré. La première fois, on ne le fait pas bien, et la fois d'après, on le fera mieux. Voilà, c'est... Et puis, justement, moi, j'ai préparé le Tour de France des grosses unités pour aller leur parler plus directement. Ouais, bonjour. Alors moi j'ai été recruté en postdoc très récemment à l'INRIA et chez PlanteNet, donc je suis pas au courant précisément du plan de gestion de données. Après je sais qu'il y en a un et que c'est... Enfin voilà, ça va. Ils sont normalement, c'est pas... Toi, tu es par définition dans un système qui ne veut produire que de la donnée correcte. Voilà, donc je ne sais pas ce que je peux apporter beaucoup à la discussion. Justement, tu apportes le fait que toi, tu arrives dans un système où tu n'as pas à redécouvrir tout, tu n'as pas à rechercher les données, puisqu'elles sont déjà toutes bien. Oui, tout à fait. Oui, ce qui est effectivement très, très confortable, en tout cas pour moi. Oui, déjà, il y a 2 choses. Voilà. Quand on demande aux gens où tu vas chercher des données, dans notre domaine, ils vont se dire on va aller au NCBI ou à l'INA. On leur demande pourquoi tu y vas. Parce que tu as confiance. Pourquoi tu as confiance? Parce que ces gens-là, ils te donnent toutes les infos dont tu as besoin. Et c'est vrai que dans le cas de PlanteNet, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une appli que vous avez sur votre téléphone, vous trouvez une plante que vous ne connaissez pas, vous faites une photo, feuille ou fleur, machin, vous l'envoyez, et ça vous dit ce que c'est. Et si ce n'est pas connu, vous allez essayer de... Ouais. Et donc la qualité des données, elle progresse au fur et à mesure. Vas-y. Okay. Moi, je suis doctorante à l'INRIA.
Donc je ne connais pas non plus tous ces systèmes-là. Mais j'utiliserai des données bientôt. J'ai reçu des données d'une ferme expérimentale et on va faire un data paper et je ne sais pas du tout ce qu'on va devoir faire là-dedans. Très bien, très bien. Tu vas faire un data paper. Donc tes données, tu vas faire un article qui explique tes données. Donc ça veut dire que ça va t'amener à faire des données qui soient bien. Donc c'est une très bonne manière de démarrer. Ça va pas être facile pour moi, c'est un peu la honte de prendre le micro parce que, alors je suis un peu extraterrestre, en fait je suis chargée de mission à la Chambre d'agriculture Pays de la Loire. Je n'ai pas déposé d'AMI pour l'instant, j'ai réussi à me faufiler pour rester là. Et la gestion, je venais là parce que on a besoin de mieux gérer nos données. Je disais que j'allais avoir un peu honte parce que moi une Dropbox, je trouverais ça déjà très bien parce qu'on en est au stade où les données elles sont sur les PC des agents et que quand ils démissionnent on perd les données. On en est là encore. Ouais. Voilà, on en est là. Bon, pas que, hein, c'est quand même des histoires, heureusement, qui sont assez rares, mais malgré tout, avec les stagiaires et tout, on perd beaucoup de choses. Et surtout, c'est un vrai bordel sans nom de tout ce qu'on a, parce qu'on adresse évidemment plein de filières, plein de choses différentes, avec tous les services qu'on peut avoir dans une chambre d'agriculture. Et donc moi je venais sur les 2 journées et particulièrement à cet atelier parce que on est assailli aujourd'hui de propositions de privés qui nous proposent des prestations très chères pour organiser nos données. On s'est un peu honnêtement posé la question quand même parce que il y a des données qu'on pourrait commercialiser ou traiter et qui deviendraient des offres de services utiles pour les agriculteurs si on savait mettre ensemble les données de nos services d'urbanisme avec les services d'agronomie qui aujourd'hui sont par exemple 2 services qui ne se parlent pas du tout. Mais malgré tout, en fait aujourd'hui on n'a pas réussi à se motiver à trouver les moyens de payer ces structures et on ne sait pas les différencier, lesquelles choisir. Et donc j'avais l'espoir de voir dans quelle mesure est-ce que soit à l'occasion d'un premier projet où on pourrait participer parce qu'il y en avait plein qui pourraient nous intéresser, soit dans un autre cadre, est-ce qu'on pouvait se faire aider par des structures comme vous qui développe un endroit où stocker les données. Moi, ce que j'ai compris, c'est que les ACTA étaient en train de s'organiser. Okay. Donc, je ne sais pas comment les chambres d'agriculture sont en relation ou pas avec ça, quoi. Mais donc, ça doit être un truc qui est semi-privé, semi-public, sans doute, mais un peu contrôlé, quoi. Ce serait peut-être intéressant de savoir, non ? Aujourd'hui, on n'est pas organisé, et pour les premiers qui ont eu besoin, c'est les fermes expérimentales qui sont les premières à avoir avancé sur le sujet. Et elles ont missionné une structure privée pour nous concevoir une base de données qui, d'après le peu qu'on en a expliqué aux privés qui sont venus nous chercher, les autres qui sont venus nous proposer un appui global à toute la chambre, apparemment, ce qu'on leur fait faire, en plus, c'est un entrepôt sans porte et sans fenêtre et c'est mal conçu. Donc, voilà. Un truc qui est essentiel, c'est que je comprends que vous veuliez faire appel à une société extérieure. Ce qui est essentiel, c'est quel va être le format de fichier des fichiers qui sont dans cet entrepôt. Parce que si après, tu es tenu de toujours les payer pendant 10, 20, 30 ans, parce que tu as besoin de leur logiciel, là, tu auras mis les mains dans un engrenage extrêmement douloureux. Donc, déjà, première chose, c'est qui est propriétaire du résultat et quel est le format. Tu vois, nous, ça nous arrive d'avoir des services qu'on appelle du SaaS. C'est un logiciel comme un service, c'est-à-dire qu'en fait, on s'abonne à utiliser un logiciel. Mais nous, quand on signe dans ces cas-là, c'est que si on change de prestataire, eux, ils nous doivent de transférer les données et de les rendre interopérables. Okay. Donc voilà. Donc déjà, réfléchissez à ça. Alors ensuite, si tu veux te rapprocher côté INRAE, nous, c'est les plantes, mais toutes nos unités expérimentales qui pourraient ressembler à des fermes expérimentales utilisent un système d'information qu'on a développé en interne. Mais tu peux te rapprocher de nos alter ego côté animal pour savoir, eux, comment ils font. Parce qu'en effet, ce serait une bonne idée de démarrer par une petite expérience. Voilà, comment on va gérer les données de tel périmètre. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, en effet, si vous participez à un PEPR, déjà, tu vas t'acculturer à la gestion de la donnée et ça va te permettre quand même de monter en compétences pour pas te faire filouter. Parce que il se trouve que moi, dans mon périmètre familial / copain, j'ai quelqu'un qui vend des systèmes comme ça. Il est extrêmement bien payé. Voilà, c'est... Bon, merci. Allez, il fallait que ça t'arrive. Hein. Il faut que ça m'arrive. Alors, je ne sais même pas trop quoi vous dire.
j'utilise quand même les fichiers, les dossiers partagés proposés par le centre sur lequel je suis. Donc moi, j'ai pour le coup aucune donnée sur mon ordinateur perso, ce qui est embêtant quand à Noël tout s'éteint. Enfin, ça m'a pas dérangé plus que ça, mais ça peut être embêtant. C'est le droit à la déconnexion. Exactement, voilà. Donc moi, j'ai personnellement tout sur des dossiers partagés. Donc ça, d'après ce que j'ai compris, c'est déjà bien. Après, par contre, mes fichiers, voilà, c'est beaucoup de fichiers Excel avec des données dedans que j'espère ne pas être la seule à pouvoir utiliser, mais en tout cas, en effet, avec pas de métadonnées en général associées. Et voilà. Enfin, après, c'est des fichiers assez simples. J'ai pas de grosses données non plus, donc au final, je sais pas. Dans les diapos de Gilda, il y avait une diapo avec le folder l'arborescence de dossiers. Là. Alors moi, j'ai fait aussi des tonnes de fichiers Excel sans métadonnées dans ma carrière. Il y a 20 ans, voilà. Et c'est hyper dur de revenir en arrière. Donc là, en fait, moi ce que j'essaye de proposer, c'est que pour les nouveaux projets, on essaye de s'entraider pour faire mieux, quoi. Enfin, voilà. Et qu'on organise les choses pour le faire dès le début bien. Parce qu'en fait, quand tu es obligé de rétropédaler à la fin de ton projet pour rajouter tes métadonnées, c'est la galère. Donc il faut vraiment il faut les collecter dès le début. Et donc... en tout cas, dans le PEPR brief, ce qu'on a essayé de faire avec Agrodiv, c'est de proposer un template qu'on a expliqué à tout le monde d'abord, et on les aide. Enfin voilà, on les aide à comprendre s'ils comprennent pas. Et ça, c'est des choses qu'on peut faire. Et il y a aussi la nomenclature des dossiers. On a un peu travaillé là-dessus, et on essaye de se mettre d'accord. Et on a un petit guide qu'on met au fur et à mesure. Voilà, je pense que c'est des trucs... Après, on est pas mal aidés. Donc moi, je suis sur le centre INRAE Versailles. On a quand même des personnes impliquées dans tout ça qui, petit à petit, vont voir les équipes et essayent de nous... Dans une démarche on part de l'existant, il est comme ça. Il n'y a pas de jugement et on va mieux. Alors déjà, tes fichiers Excel, tu vas ouvrir un nouvel onglet. Et dans cet onglet-là, tu vas raconter ce qu'il y a dans le fichier. Comme ça, si quelqu'un a le fichier... il a l'onglet explicatif. Ensuite, ça, c'est un exemple, c'est en anglais, mais est-ce que c'est grave, d'une arborescence de dossier. Et ça, n'importe qui sait faire une arborescence de dossier. Et donc là, tu as le projet, tu as un dossier organisation dans lequel tu as un dossier demande de pognon et dépenses de pognon. Puis après, tu as un dossier données brutes qu'on a récupéré des bases de données ou de in-house. Et après, il y a une manière de nommer les fichiers. Et après, dans chaque dossier... tu peux avoir un petit lisez-moi. Et le lisez-moi, c'est dans ce dossier, je mets telle et telle chose. Tu vois, c'est un niveau extrêmement simple. Et tu veux que je te dise, si tu fais ça, et qu'un jour, il y a des informaticiens qui ont besoin de réutiliser tes données, et ben ça leur plaira beaucoup. Parce qu'il y a une organisation. Ils comprennent le schéma. En fait, la science ouverte, ce sera faite par des robots. Parce qu'il y a tellement de données qu'il va falloir qu'ils moissonnent automatiquement. Mais si tu te mets d'accord sur une manière de nommer tes fichiers, que tes fichiers Excel, tu as un onglet qui explique, et que tu as des petits readme qui te disent, tu vois, et typiquement, si je reprends l'exemple le tableau de métadonnées que j'ai montré, la MyAPI, imaginons que tu as un dossier avec des résultats de phénotypage, fichier 1.phénotypage, fichier 1, et tu as un fichier MyAPI qui dit, ben voilà, j'ai mesuré la hauteur, c'est en centimètres, la couleur, c'est un référentiel machin et bidule. Et au final, tu auras déjà fait tu vois. Donc, par rapport à ton état, déjà, elles sont à l'abri de tes données, tu vois. C'est déjà ça. Ce dossier, tu pourrais le partager avec des collègues. Et après, tu pourrais t'organiser comme ça et avec juste l'onglet qui explique. Et ce serait déjà une très bonne manière d'aller plus loin. En plus, quand tu vas t'expliquer toi-même ton fichier, dans 5 ans, tu le retrouves, tu te relis, tu dis je me rappelle pourquoi j'ai fait ça, et tac, tu le comprends. Ouais, ça m'est arrivé d'expliquer des choses dans un protocole ou quoi, et je me relis 3 mois après, je dis je suis plus très sûre de ce que je voulais dire, mais enfin bon. Donc je pense qu'il y a du boulot aussi là-dessus, mais. Je sais pas si je suis obligé de répondre parce qu'on est bientôt à 17h, mais ok. Moi, je travaille avec Sophie et moi, je mets mes données sur mon disque dur parce que quand ça crache à Noël, ça m'embête. Parce que j'aime bien travailler entre Noël et l'an. Donc ça m'aurait embêté de pas avoir accès à mes données pendant cette période-là. Donc je suis bien content de les avoir sur mon disque dur.
Je les mets sur le serveur. Je fais des copies régulièrement sur le serveur. Et puis, je garde un disque dur solide chez moi aussi. Donc, j'ai 3 sauvegardes, voilà, mais personnelles, parce que plus ou moins personnelles, parce que je fais pas trop confiance à ce que je ne vois pas, à ce que je ne touche pas. Et puis les trucs d'arborescence, c'est un peu ce qu'on fait dans le labo, qu'on essaye de mettre en place. Mais après, ça demande quand même beaucoup de flicage, vérifier que les étudiants, ils ont bien suivi la même arborescence, la même nomenclature et tout ça. Je sais que dans certains projets, je dis mais j'arrive pas à retrouver tes données. Voilà, j'impose que chaque fichier, il y a l'acronyme de la personne pour qu'on sache. Chaque manip est numérotée. Il y a des voilà. Hein? Est-ce qu'on a du mal à bien étiqueter les bouteilles sur la paille? Oui, aussi. Oui, aussi. Mais parce que voilà, il y a des bouteilles, on ne sait pas bien ce que c'est, on sent, puis ah bah non, c'est de l'alcool, voilà, c'est pareil. Parce que voilà, on va au plus vite et on doit produire des articles scientifiques, des données, pas forcément, mais on doit publier, voilà, c'est ça comme ça on est évalué. Donc le PGD, moi j'essaye de m'y mettre, mais j'ai pas trouvé la récompense, et c'est surtout l'appel rouillé qui va me faire le PGD. Très bien, si tu m'encourages. Par contre, ce que tu peux faire avec tes étudiants, c'est une data review, une fois par mois. Allez, qu'est-ce que vous avez fait ces derniers temps? On va tous ensemble vérifier. Et après, tu fais de la gamimisation, tu donnes des bons points à celui qui avait bien respecté la nomenclature. Le temps qui nous était imparti est maintenant écoulé. Et donc, Anne-Françoise, veux-tu conclure? Oui, alors du coup, merci, parce que du coup, on a pris des notes. Moi, je pense qu'on va essayer vraiment d'organiser des ateliers PGD pour les gens qui construisent leurs projets, pour vous aider à démarrer et à faire mieux. Et comme le disait Fred, c'est par petits pas, faut avancer, quoi. Et l'autre chose, on n'a pas tellement. Finalement, c'est marrant parce que dans les interviews qu'on avait fait en ligne, quand même, stockage et calcul revenaient. Puis là, c'est pas trop revenu. Donc peut-être que c'est un hasard de composition de personnes. Je pense qu'il y a quand même aussi un deuxième sujet qui est aussi autour du stockage et de la documentation de données. Hétérogène, voire calculé, analysé ou intégré. Le jeu de données qu'on a constitué dans un projet, comment on le remet à disposition, qu'est-ce qui vaut le coup d'être fait, qu'est-ce qui vaut pas le coup d'être fait. Ça, je pense que ce serait vraiment intéressant, effectivement, qu'on brainstorm interdisciplinaire là-dessus. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, pardon, j'ai cru que... Donc, moi, c'est les deux choses qui me semblent claires à ce stade. Mais si vous avez des choses qui vous viennent a posteriori, n'hésitez pas à le faire remonter. C'est pas le PGD qui est une fin en soi, c'est le travail à faire pour le remplir, qui est un outil de management de projet. D'accord? Donc on ne fera pas un atelier PGD, on fera un atelier gestion des projets ou gestion des données. Ouais. D'accord? Hein? Non, ouais. Ouais. Voilà. Exactement. Ouais. Et en fait, le petit schéma là qui avait l'air horriblement compliqué qu'on vous a montré, pour moi maintenant, c'est devenu indispensable pour comprendre qui doit faire quoi. Et quand on gère un projet, en fait, ça évite les malentendus et les problèmes avec ses partenaires, quoi. Donc c'est vraiment un truc à construire collectivement qui est hyper important, moi je trouve, parce que la donnée elle circule de partout et à la fin on ne sait plus qui fait quoi. Et donc moi ça fait 3 projets maintenant, on a mis ça en place dans un projet et maintenant je le réplique à chaque fois et en fait c'est super utile et j'ai passé des heures à discuter. Et maintenant, tout le monde est content parce que tout le monde sait ce qu'il a à faire. On n'avait pas le même vocabulaire, des fois on ne se comprenait pas. Mais maintenant, il y a des choses qui sont claires et on sait ce qui n'est pas clair. Il y a des trucs, par exemple, là, en bas à gauche, qui ne sont pas encore clairs, mais on le sait et on sait qu'il faut qu'on y travaille, quoi. Et c'est tout con. Et c'est du tableau, c'est un fichier PowerPoint avec des numéros, donc c'est vraiment tout bête, mais on identifie les différentes personnes qui vont faire des choses et leur rôle. Et à quel moment aussi, parce que des fois, il y a le timing, c'est ça qui tue. C'est-à-dire qu'on regarde des bonnes pratiques et elles ne sont pas timées. Et donc, des fois, on fait des gros malentendus, des grosses bêtises. Donc, c'est très important. Enfin, moi, je trouve ça très utile. Après, ça prend un peu de temps et un peu d'énergie quand même. Mais
Mais ça sauve du temps après, derrière, quand on a des trucs un peu compliqués. Et s'il faut en arriver là, il faudra faire votre appel tétanos. Alors. Voilà, après, si vous avez des trains, on ne veut pas vous retenir plus. En tout cas, encore vraiment. Merci d'être venu, merci d'être resté.